Bienvenue à ce webinaire dans le cadre du Business Booster Forum 2021. Je m'appelle Sylvie Kranen, je suis la directrice de la CCI France Pays-Bas et comme vous savez sans doute, la CCI France Pays-Bas accompagne les entreprises françaises dans leur développement dans notre pays. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à demander à soit mon collègue Florian Carquilla, qui est présent aujourd'hui aussi, ou moi-même après ce webinaire. Parce que le thème d'aujourd'hui n'est pas l'implantation aux Pays-Bas, mais c'est plus intéressant encore, c'est l'agrotech. Et plus spécifiquement, c'est la ferme verticale, une révolution agricole grâce aux lampes LED. Je suis très fière de nos intervenants d'aujourd'hui que je vais vous présenter par ordre d'intervention. Tout d'abord, M. Martijn Wijtens, conseiller agricole à l'ambassade des Pays-Bas à Paris, et ce, depuis le mois d'août 2020. Martijn est vétérinaire de formation à l'Université d'Utrecht. Il a fait un doctorat de recherche en épidémiologie vétérinaire avant de joindre le ministère de l'Agriculture à La Haye en 1996. Et depuis, il a travaillé à La Haye, entre autres dans la santé animale, la sécurité alimentaire et la production animale et végétale, et à Bruxelles aussi pour la Commission européenne. Et Martijn va vous parler aujourd'hui de la vision néerlandaise de l'agriculture durable, aussi appelée agriculture circulaire. Mais pas avant que je vous ai présenté notre autre expert, Madame Céline Nicol, qui va vous présenter les avancements technologiques et les enjeux de cette véritable révolution agricole. Céline est responsable de recherche chez Signify, qui est anciennement Philips Lighting, et ce, depuis 2001. Ça fait depuis 12 ans que Céline fait exclusivement de la recherche spécialisée pour l'horticulture sur les capteurs, les techniques de production et la physiologie des plantes. Elle est responsable actuellement pour le R&D sur les recettes de production pour les fermes verticales et le cannabis médical. Elle est responsable de projets pour les différentes universités. Entre autres, elle supervise les masters et les thèses en collaboration avec Wageningen University. Et last but not least, nous avons avec nous Jacco de Graaf, qui travaille dans l'industrie horticole française depuis 20 ans et depuis un peu plus de 3 ans pour Signify en France. Il est responsable pour la vente des lampes LED horticoles pour toute la France via un réseau d'installateurs. Il pourra répondre à vos questions à la fin de la session, qui peuvent d'ailleurs être posées dès maintenant dans la session Q&A. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre dans le Q&A. Notre programme est assez chargé, donc je ne vais pas tarder et je vais donner la parole à Martijn Wijtens. Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ça fait un grand plaisir de pouvoir vous raconter quelque chose sur l'agriculture aux Pays-Bas, qui est en fait en pleine transition, comme d'ailleurs en France. L'agriculture dans toute l'Europe, en fait, est en transition vers un modèle plus écologique. Et aux Pays-Bas, le modèle est appelé agriculture circulaire. On utilise le mot kringlooplandbouw, c'est le mot hollandais pour dire la même chose. C'est une agriculture circulaire et le ministère de l'Agriculture a développé une vision pour cette nouvelle forme d'agriculture et la vision est appelée agriculture, nature et alimentation des liens précieux et indissociables, ce qui veut dire que c'est une vision intégrée agriculture, nature, alimentation. Alors, la prochaine slide vous fait voir ce que je vais vous raconter, une petite introduction, où en sommes-nous, les grands défis agroécologiques, etc., vers une agriculture circulaire, de la stratégie à la mise en œuvre, parce que c'est bien d'avoir des théories, mais c'est la pratique qui compte, et l'accord sur le climat. Alors, quelques chiffres sur l'agriculture des Pays-Bas. Alors, la surface agricole utile est d'1 790 000 hectares.
En fait, ça a diminué depuis 2000 parce que, bien sûr, aux Pays-Bas, comme en France, les villes s'agrandissent, donc la surface agricole diminue. Comme d'ailleurs le nombre d'exploitations. Le nombre d'exploitations est à 54 000 et en fait, il y en avait encore 97 000 en 2000. Ça veut dire qu'il y a une très grande concentration dans l'agriculture. C'est encore aujourd'hui aux Pays-Bas des entreprises familiales et spécialisées. 18 000 en lait, 18 000 en grande culture, 4 300 en porc, 3 500 céristes. L'agriculture emploie 170 000 personnes et les exportations sont à 88 milliards d'euros. En fait, les Pays-Bas sont le deuxième pays exporteur agricole du monde, après les États-Unis, donc avant la France. Ça veut dire que la production hollandaise est énormément dirigée vers l'exportation. C'est sûr que le marché intérieur est beaucoup plus petit qu'en France, par exemple. On n'a que 17 millions d'habitants, donc ça fait qu'il y a moins de consommateurs hollandais et par contre, on exporte. Une forte contribution à l'économie des Pays-Bas. Prochaine slide. Alors, où en sommes-nous? En fait, les Pays-Bas sont connus pour des filières très, très efficaces, misant sur la réduction des coûts et des économies d'échelle. Donc, une très grande compétitivité aussi. Ça fait que nos produits sur le marché international arrivent très bien à se maintenir, même si nos exportations vont surtout vers l'Union européenne. Disons que l'Allemagne est le premier pays pour nos exportations, la Belgique le deuxième, le Royaume-Uni après la France. Mais il faut aussi dire que ces filières efficaces, cette production efficace va au détriment des marges des exploitations agricoles. Donc, les producteurs ne gagnent pas beaucoup, c'est-à-dire les marges sont assez limitées. Et l'impact sur la biodiversité, l'environnement, la qualité de l'eau et les paysages est quand même très grande. Et ceci n'est pas tenable. Il faut vraiment changer. D'ailleurs, le fossé entre les citadins et les agricultures devient de plus en plus grand. L'agriculture est vue comme un secteur qui pollue et qui a un effet négatif sur la biodiversité. Donc, il faut changer, c'est clair. Alors, quels sont les défis? Bon, d'abord, une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre. Il y a bien sûr l'accord de Paris, on le sait, on travaille tous sur la réduction des gaz et l'agriculture aux Pays-Bas contribue quand même beaucoup à ces émissions. On va devoir devenir plus économe avec les ressources, c'est-à-dire utiliser mieux ce qu'il y a comme déchets, etc., pour recycler ça dans l'agriculture. Le gaspillage alimentaire, qui, comme d'ailleurs en France, est quand même assez grand, doit être réduit. Mais pour qu'on ait une agriculture au futur, il faut bien sûr que les revenus soient corrects. Donc, les revenus sont à améliorer. Là aussi, une parallèle avec la France, on vient d'avoir les négociations en France entre les producteurs et les supermarchés, etc. Ben, les mêmes choses se passent aux Pays-Bas. Et, disons, en général, il faut une synergie entre agriculture et nature. C'est ça ce qu'on veut atteindre. Alors, d'une ambition vers les objectifs. Alors, l'ambition, c'est cette agriculture circulaire qui, d'ailleurs, ressemble pas mal au modèle agroécologie qu'on a en France. La philosophie centrale en France, c'est l'agroécologie. Et bien, l'agriculture circulaire qu'on a aux Pays-Bas, qu'on aimerait développer, ressemble beaucoup à cette agroécologie. Il faut renforcer la position des agriculteurs. Il faut améliorer l'appréciation des produits alimentaires, c'est-à-dire moins de gaspillage et aussi des produits de plus haute qualité et un consommateur qui dépense plus sur cette alimentation.
améliorer l'image de l'agriculture, renforcer le lien entre l'agriculture et la nature. On veut une balance, on veut une agroécologie, on veut un système qui soit bien balancé. Les productions animales sont probablement le plus grand défi parce que les productions végétales sont déjà plus en balance avec la nature, tandis que les porcs, les poulets qu'on a aux Pays-Bas, ça produit quand même pas mal d'engrais, etc. Et il va aussi falloir revoir la stratégie à l'international. En ce moment, les Pays-Bas exportent énormément, mais des produits, disons, d'une qualité très correcte, mais pas nécessairement une valeur ajoutée suffisante. Donc, on veut évoluer vers une exportation avec une valeur ajoutée plus grande et aussi une exportation de non seulement des produits, mais aussi de la technologie, la connaissance, etc. Donc, par exemple, plus de matériel pour faire des serres à la place des tomates. Donc, plus les tomates elles-mêmes, mais les matériels pour les serres. Alors, les orientations qui sont prises en compte, eh ben, c'est des orientations très importantes. Il y en a 3. C'est bien sûr les attentes sociales. On veut un modèle agricole qui soit accepté par la société. Et la société, c'est très politique en ce moment. Hein. On a des élections, en fait, ce mois, dans des jours même. Et l'agriculture est un thème très important parce qu'on a vu que pendant les années passées, il y a eu trop de pression entre l'agriculture et l'environnement. Un agrocomplexe innovant, ça c'est vraiment très important. Il faut savoir que notre université de Wageningen est probablement l'université agricole la meilleure du monde, et je le dis sans gêne, parce que c'est reconnu aussi dans les statistiques américaines, etc. Donc on a la meilleure université du monde. On a une recherche très performante qui est très innovante aussi. Et on ne veut pas retourner à un modèle, disons, rustique. On veut garder une agriculture absolument de pointe, absolument innovante, mais en balance avec l'environnement. Donc, le respect des limites environnementales, c'est la 3e orientation absolument importante parce que sans respect pour ces limites environnementales, on sait que tôt ou tard, il n'y aura plus d'agriculture. Alors, l'agriculture circulaire, en principe, c'est pour 2030, c'est ce qu'on s'est dit dans cette vision. Et ce qui est important, c'est qu'on veut opérer plus à l'échelle locale qu'auparavant. Là aussi, une parallèle avec la France, hein, la souveraineté alimentaire, c'est ce que dit M. Denormandie, le ministre de l'Agriculture, être moins dépendant des importations de pays tiers, par exemple pour le soja, donc développer des sources de protéines aux Pays-Bas et donc être plus à l'échelle locale. Mais l'échelle régionale ou internationale est bien sûr possible quand c'est nécessaire. On ne va jamais pouvoir avoir tout aux Pays-Bas. Il faudra toujours importer des choses et sans exportation, notre agriculture retournerait à un noyau de ce que c'est maintenant. Meilleure valorisation des déchets, des sous-produits. Alors, par exemple, la betterave, comme exemple, on utilise les betteraves pour faire le sucre, mais les feuilles qui sont sur ces plantes, on les utilise pas assez en ce moment et on voudrait donc les valoriser en les utilisant comme nourriture animale. Même chose pour les sous-produits de la chaîne agroalimentaire. Tout ça, on veut recycler ça au maximum. Meilleure gestion des sols. Les sols sont très précieux, c'est la base de tout. Si on ne gère pas bien les sols, la productivité, surtout la biodiversité, va être dégradée et on ne peut pas accepter ça. Minimum d'intrants, donc les engrais chimiques, on veut en principe limiter l'utilisation au maximum. Les antibiotiques, on a déjà réussi à réduire ça à 70% dans les 10 années passées, mais on veut réduire ça encore plus.
Les produits phytosanitaires, on veut en fait essayer de quitter tout à fait l'utilisation de produits phytosanitaires chimiques, passer à des produits biologiques et surtout l'utilisation d'insectes comme bioprotecteurs. L'élevage, des systèmes plus durables avec beaucoup d'attention pour le bien-être animal, parce qu'on sait très bien que le consommateur hollandais, mais aussi bien le consommateur allemand, français et belge, regarde vraiment comment est ce bien-être. Protection de la nature plus intégrée dans la gestion des exploitations, donc c'est cette agroécologie dont je vous parlais. Alors, on continue. Une agriculture circulaire en 2030, ça veut dire une stratégie pour les protéines, moins d'importation de soja, plus de production de protéines alternatives comme les protéines des insectes, les protéines des algues, les légumineuses, mais aussi la réutilisation de protéines animales, par exemple. Là, on voit vraiment des développements importants dans les années à venir. Des circuits courts pour rétablir la confiance entre le consommateur et le producteur. Les circuits courts sont importants, c'est-à-dire livraison du producteur au consommateur directement si possible, ou alors avec un ou deux maillons dans la chaîne. Et ça donne aussi un salaire plus élevé pour le producteur, ce qui est bien sûr important en ce moment où les agriculteurs gagnent peu. Moins de gaspillage alimentaire, valorisation des produits alimentaires, meilleure rémunération des agriculteurs et les techniques génétiques, les New Breeding Techniques, c'est des techniques non GMO, mais quand même de mutagénèse où on essaye d'accélérer le développement génétique, surtout des plantes. C'est intéressant parce que cette méthode CRISPR-Cas qui est au centre, c'est en fait une méthode qui a été développée par une Française qui vient de recevoir le prix Nobel pour cette technique. En fait, une Française qui ne travaille plus en France parce qu'en France, on sait qu'il y a beaucoup de sensibilité sur ces sujets-là, même si on ne parle donc pas de GMO, c'est CRISPR-Cas, c'est la mutagénèse sans introduire des gènes extérieurs aux plantes. Alors, un changement important est inévitable et il faut dire qu'il se dessine déjà. On voit déjà que l'agriculture hollandaise est en pleine transition. Donc, on voit les développements que je vous ai décrits. Déjà en pratique, il y a beaucoup d'agriculteurs qui ont déjà un modèle d'agriculture circulaire et on prévoit en fait que ça va se développer de plus en plus dans les années à venir. Le contexte européen est bien sûr important. Comme je vous ai dit, c'est très proche du modèle français. Les Pays-Bas et la France se ressemblent pour ce qui est leur vision du futur de l'agriculture. Ça s'intègre très, très bien dans tous les développements qu'il y a à la Commission européenne en ce moment. Vous avez sans doute entendu parler du Green Deal au niveau européen et la stratégie de la fourche à la fourchette, Farm to Fork, qui sont vraiment les grandes tendances à Bruxelles. La nouvelle politique agricole commune doit bien sûr entériner tout ça. Et dans les plans stratégiques nationaux que la France et les Pays-Bas doivent développer dans le cadre de cette PAC, cette agroécologie sera donc décrite. Le Covid a bien sûr fait voir qu'il est très important de n'être pas trop dépendant des importations de pays tiers. Cette souveraineté alimentaire, c'est bien le Covid qui nous a fait voir que c'est très important. Et réorientation encore plus vers les exportations vers les pays voisins. Comme on va produire des produits avec encore plus de valeur ajoutée et plus de qualité, ça sera plutôt le marché européen avec les consommateurs qui ont plus à dépenser, qui seront servis. Alors, cette mise en œuvre, il y a bien sûr pas mal de boulot à faire, c'est sûr. Parce que c'est quand même une transition d'un modèle qui est très performant déjà. Il ne faut pas oublier que les Pays-Bas sont vraiment dans le domaine agricole très, très performant et très moderne en ce moment, mais on va devoir adapter donc ce modèle pour être durable vers le futur. Et pour ça, on a un certain nombre d'outils.
On a bien sûr le soutien pour les jeunes agriculteurs, parce que comme en France, les agriculteurs sont quand même assez vieux en moyenne, et il est très important que ces entreprises soient reprises par des jeunes agriculteurs. Bon, on a un très bon système d'éducation aux Pays-Bas. Nos agriculteurs sont vraiment des spécialistes, des professionnels. Donc, on a le know-how, comme on dit, mais il faut aussi que les jeunes aient la possibilité financière, par exemple, pour pouvoir reprendre les entreprises. Crédits fiscaux pour promouvoir le développement de cette agriculture circulaire. Donc, il y a toutes sortes d'outils fiscaux, des subventions pour la modernisation des bâtiments d'élevage, par exemple, dans le cadre du Covid, mais aussi en général. On a beaucoup développé le support technique ces dernières années. Donc, les techniciens qui viennent à la ferme pour vraiment aider le fermier à faire son diagnostic du sol, à voir comment pouvoir changer, limiter l'utilisation de produits phytosanitaires, etc. Mais aussi des expérimentations, parce que parfois, les nouvelles méthodes ne sont peut-être pas tout à fait comprises dans le cadre de la législation actuelle. Donc, il faut accepter qu'on expérimente et on a donc officiellement défini un certain nombre d'expérimentations. On doit limiter les règles où possible et bien sûr un fonds d'investissement pour pouvoir investir comme entrepreneur. Alors, bon, vous êtes français, vous connaissez sans doute l'accord sur le climat de Paris qui domine bien sûr tous les développements, aussi dans le secteur de l'agriculture. Pour les Pays-Bas, on doit réussir à faire une baisse de 6 millions de tonnes équivalent de CO2. Et c'est très substantiel. Ça veut dire que beaucoup de méthodes doivent être adaptées. Heureusement, le gouvernement a sorti beaucoup d'argent pour cette transition, 1 milliard d'euros, et je ne parle donc pas des fonds Covid qu'il y a à côté, le plan de relance Covid, mais les fonds qui sont destinés à cet accord climatique pour l'agriculture, c'est 1 milliard. Et cet argent est utilisé en tout cas aussi pour racheter des quotas de porc, pour réduire la production de porc, pour réduire donc les gaz à effet de serre. Aux Pays-Bas, on a une spécificité aussi, c'est les zones tourbeuses. On a des grandes zones tourbeuses à l'ouest du pays, au-dessus d'Amsterdam, mais aussi à côté de La Haye, par exemple. Et ces zones tourbeuses ont des émissions assez importantes de CO2. Et on veut réduire ça par l'adaptation du niveau de l'eau dans ces zones tourbeuses, ce qui va mener à moins de vaches dans ces zones. Les serres sont très importantes parce que c'est par excellence un modèle durable. On peut optimiser la production au maximum dans les serres et on a la technologie. Bon, je ne vais pas en dire plus parce que la prochaine présentation va sur ce sujet. Et bien sûr, à part ça, les pratiques alimentaires qu'on aimerait bien changer. Alors, je crois qu'avec ça, je vais finir ma présentation. Bien sûr, s'il y a des questions, je suis disponible. En tout cas, merci beaucoup. Et je suis aussi très curieux de voir la présentation de notre deuxième speaker. Merci. Merci beaucoup, Martijn. C'était très intéressant et c'est très bien de voir la comparaison entre la France et les Pays-Bas. Et vous avez déjà très bien fait le pont, donc j'aimerais bien passer la parole à Céline Nicole, qui va en effet nous parler de la ferme verticale et son aide donc dans la révolution agricole grâce aux lampes LED. Je vous laisse la parole, Sylvie. Merci, Sylvie. Vous m'entendez? Oui. Je remercie Sylvie Kranen du CCI France Pays-Bas de m'avoir invitée à faire cette présentation. J'habite donc ici depuis 22 ans aux Pays-Bas, française d'origine, mais j'ai joint la recherche industrielle
avec une thèse en physique, mais je suis en fait devenue autodidacte petit à petit en photobiologie et en physiologie des plantes. Je vais vous faire donc une présentation globale de notre activité d'éclairage en agriculture en mettant en avant le potentiel des fermes verticales. Alors, Signify est le nouveau nom de notre compagnie. Depuis que nous sommes scindés de Royal Philips, nos produits sont toujours sous la dénomination Philips, et ainsi que cette présentation. Nous sommes toujours le leader mondial de l'éclairage pour les professionnels, les particuliers et l'Internet des objets. Nous avons 6,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2019 et au cœur de notre business est la durabilité, ce qui est très important pour l'agriculture, comme vous l'avez entendu précédemment. La lumière issue de la technologie LED est une véritable révolution pour sa capacité à réduire la consommation d'énergie. Les applications agricoles ont besoin d'un plus grand nombre de flux de photons que toutes les autres applications humaines, si bien que ce n'est que depuis quelques années, avec les grandes améliorations qu'il y a eu en efficacité et en augmentation de la puissance que les LED peuvent fournir, que ces technologies sont devenues intéressantes pour le domaine agricole. Je vais aujourd'hui vous parler principalement de la technologie LED appliquée à la cultivation maraîchère. Cependant, j'aimerais partager avec vous également rapidement certaines autres applications en aquaculture ainsi qu'en élevage animal. Nous avons une importante activité en pleine croissance avec l'éclairage pour les volailles et les propriétés de la lumière perçues par les volailles ont été longuement recherchées par nos photobiologistes. Des recherches récemment à l'université ont montré que la lumière bleue et la lumière verte augmentent la croissance et le développement des oiseaux. Et par ailleurs, on a trouvé aussi que les compositions lumineuses dynamiques dans le temps permettent d'augmenter la productivité, d'améliorer le bien-être animal, améliorer la prise de poids, réduire le stress et réduire les maladies et infections. C'est pas mal, mais les recherches continuent. Et nous avons aussi récemment observé que les volailles sont préférentiellement présentes sous une lumière qui contient de l'UVA. Les recherches ont donc montré qu'il y avait 3 fois moins de corticostérone et un rapport HL 2 fois plus bas, qui est le rapport hétérophile lymphocyte qui, entre autres, signale le stress des volailles. Et ceci donc améliore aussi physiologiquement le comportement des volailles. Ces recherches sont poursuivies actuellement et nous continuons aussi des recherches pas seulement pour les volailles, mais pour l'élevage porcin. Nous avons commencé l'éclairage en agriculture depuis 2012 déjà. La technologie LED est appliquée à la production de poissons en mer ou en piscine. Et dans l'espace restreint où les poissons se développent, la visibilité est très importante pour qu'ils puissent voir la nourriture qui leur est distribuée. La qualité spectrale de la lumière également va améliorer la vision, mais aussi la maturation des poissons, ce qui permet un meilleur rendement avec certains de nos clients. Jusqu'à 30% de rendement supplémentaire avec l'utilisation des lumières a été observé. Les plantes. Les plantes n'ont pas de système oculaire comme le monde animal. Le principe de base est la photosynthèse. La lumière favorise la transformation du dioxyde de carbone et de l'eau en glucose et oxygène. Le rôle principal de la lumière est donc la croissance de la plante, faire de la masse, c'est de l'énergie. Cependant, la lumière a un autre rôle qui est le signalement à la plante de la façon dont elle doit pousser. Si elle doit fleurir ou pas, ou si elle doit s'étirer ou pas, si elle doit changer de couleur, si elle doit faire des racines. Les plantes perçoivent donc la lumière différemment que les humains et sont capables de discerner les longueurs d'onde entre elles. Pour nous, on voit surtout la partie verte du spectre solaire, c'est la vision humaine. Pour les plantes, elles sont beaucoup plus sensibles à un spectre dans le bleu, mais aussi une grande sensibilité dans le rouge. Et nous savons aussi que l'appareil photosynthétique de la plante absorbe principalement dans le rouge. Ceci explique aussi pourquoi, sur les photos que vous pouvez voir des lampes LED horticoles, vous voyez souvent une couleur rose. C'est parce qu'elles sont composées principalement de rouge avec un petit peu de bleu. Et c'est en effet la couleur minimale qu'il faut avoir pour le développement de la plupart des plantes dans toutes les espèces confondues. La perception de la lumière par les plantes dépend fortement du contexte de cultivation et de l'espèce.
notre business d'éclairage est basé sur nos 75 ans d'expérience dans ce domaine. Et nous sommes leaders sur ce marché et sommes pratiquement les seuls à offrir non seulement nos produits, mais aussi des conseils détaillés sur les recettes lumineuses basées sur des faits scientifiques. Nous avons 4 segments distincts. Le plus important commercialement est celui des fruits et légumes cultivés en serre. Dans ce segment, les lumières les plus vendues sont pour les tomates. Ensuite, nous avons tout ce qui est la production florale, où dans ce domaine, les roses représentent un marché très important. Les fermes verticales sont en pleine croissance en ce moment, mais parce que la méthode de cultivation est totalement différente que les autres segments, malgré qu'elles fassent aussi de la culture maraîchère en fruits et légumes, elle est séparée de l'autre parce que les produits dans les fermes verticales, les produits d'éclairage sont totalement différents. Mais nous voyons aussi dans les fermes verticales, il y a principalement des cultures de salades et d'herbes, mais en ce moment, on voit une augmentation pour les fraises et les tomates également. Finalement, depuis 2 ans, nous avons un nouveau segment en plein essor, et c'est celui du cannabis à des fins médicales. Celui-ci peut se cultiver en serre ou en ferme verticale, et c'est aussi une plante qui est très, très gourmande en éclairage. Dans tous ces segments, nous avons observé différents niveaux de technologie, plus ou moins compliqués. Souvent, ces avancées technologiques sont liées en fait à l'utilisation de la lumière. Donc, je me propose de vous donner un aperçu des types de cultivation maraîchère qu'il existe actuellement en fonction des différentes valeurs économiques que l'on peut définir pour les producteurs. C'est également pour les Pays-Bas, une évolution en fait historique que vous allez voir où la lumière a joué un rôle particulièrement important. En France, nous sommes habitués à la culture en pleine terre. La culture en plein champ représente la très grande majorité pour les climats chauds et tempérés en fait. Elle est la plus économique, mais aussi la moins flexible, la moins fiable. La qualité est variable car elle dépend un peu trop du temps qu'il fait et des ravageurs qui passent. Les pesticides sont en général nécessaires, même s'ils sont parfois biologiques. Et l'apport en fertilisant requis est très important parce qu'il faut savoir que quand vous fertilisez une terre, la plupart des fertilisants est perdu dans la terre et seulement une certaine partie va pouvoir être utilisée par les plantes. La production dépend donc fortement du lieu géographique du champ aussi. Au siècle passé, nous avons vu l'essor des serres en plastique ou en verre. Ces protections contre les fortes intempéries ont pu amener un degré de stabilisation et une augmentation de tous les facteurs économiques sans nécessairement un coût élevé. Ce qui a fait une grosse différence, c'est l'apparition de l'hydroponie dans ce type de contexte. Ici à droite, on a permis en même temps d'augmenter davantage la production tout en ayant des bénéfices écologiques comme économiser l'eau. Mais ceci permet également un avantage pour les fermes verticales aujourd'hui car elles utilisent ce principe de culture hors sol. Dans les années 30, notre laboratoire de physique à Philips a publié les premiers résultats techniques sur les lampes à haute pression de sodium. Elles sont reconnaissables parce qu'elles émettent dans le jaune, délivrant suffisamment d'énergie lumineuse pour pouvoir fournir en lumière les plantes dans les serres. Rajouter des éclairages artificiels, ça a boosté davantage les rendements par mètre carré. Pendant plusieurs années, le développement technique a permis de réduire la consommation d'électricité et augmenter la puissance des lampes à sodium. La plupart des serres d'aujourd'hui, dans le monde, utilisent encore cette technologie. L'apport de la lumière artificielle a permis de vraiment pousser les limites de la production au-delà des saisons. Ce n'est que très récemment, avec l'apparition des technologies LED, que les serres commencent à passer du jaune au rose. Les premiers clients ont adopté une configuration hybride sodium, LED à 50%, HPS à 50%, mais de plus en plus, les producteurs passent au 100% LED. Ils peuvent ainsi économiser parfois jusqu'à 50% de leur consommation en énergie électrique et augmenter la qualité de leurs produits et leur rendement de production, c'est-à-dire combien de plantes par mètre carré par an ils produisent. Pour accélérer certains cycles de production dans les laitues, certains ont installé pour les salades la cultivation en étage dans la serre, avec en phase 1 et 2 de croissance, permettant un contrôle de la qualité des jeunes pousses, et ça permet une bonne reproductibilité des rendements, et qui sont aussi devenus plus élevés. Et donc en phase 3, les laitues passent en serre plus classique.
Mais le contrôle ultime du rendement, qui implique aussi un investissement plus élevé, et l'indépendance par rapport au lieu géographique de la production, le zéro absolu du pesticide et la meilleure qualité possible ne peut être qu'atteint qu'en éliminant totalement la contribution du soleil et un contrôle plus précis du climat, avec une bonne isolation en fait. Cette façon de cultiver permet également d'économiser 90% d'eau comparée à la culture en pleine terre, et la fertilisation est mieux contrôlée et ne se déverse pas dans l'environnement. Les rendements pour les salades sont les plus élevés qu'il est possible d'obtenir, de 100 à 120 kg par mètre carré sol par an. Je vais donc maintenant vous montrer à quoi ressemble une ferme verticale. Nous avons construit nous-mêmes, il y a 6 ans, 6 mini-fermes sur le High Tech Campus à Eindhoven pour notre recherche interne. Et nous testons continuellement, non seulement la lumière, mais aussi tous les autres paramètres qui sont relevants pour la production. La recette de production en ferme verticale implique un univers totalement clos, si bien que c'est au producteur de définir tous les paramètres de croissance. Une recette de croissance, c'est une série d'instructions précises pour que tous les paramètres, en fonction de l'espèce cultivée et des résultats qui sont escomptés, soient obtenus. L'erreur est de vouloir copier la culture en plein champ traditionnelle. Le producteur doit redécouvrir une nouvelle façon de cultiver. Et nous pensons que vous pouvez pouvoir l'aider sur ce point. Le contrôle climatique en ferme verticale est relativement aisé et il est assez stable. Ceci dit, les choix de température et d'humidité doivent être coordonnés avec l'irrigation, le substrat et la lumière. L'hydroponie est utilisée très fréquemment en ferme verticale et l'art de cultiver les plantes dans l'eau consiste à réduire le substrat au minimum. L'idée est de remplacer la terre par une petite quantité de substrat neutre et stérile et d'apporter les nutriments nécessaires à la plante directement par l'eau. La culture, c'est comme ça en fait que la culture hydroponique est active et la répartition des nutriments et de l'oxygène est bien meilleure car l'eau circule en circuit fermé dans un substrat chimiquement neutre. Et ceci a le grand avantage d'éliminer la principale source de contamination des cultures et ceci est la raison en fait principale du zéro pesticide dans ce genre d'agriculture. Le système de croissance a souvent besoin d'un contrôle précis des paramètres et pour certaines cultures plus sensibles, on peut faire appel à l'intelligence artificielle pour aider à l'optimisation et garantir une plus grande reproductibilité des performances, comme par exemple prédire à l'aide de caméras, comme vous voyez sur le film, la croissance afin de détecter si on s'écarte des performances attendues. La recette lumineuse vient donc se greffer parmi tous ces autres paramètres climatiques et à elle seule plusieurs boutons à optimiser grâce au LED. Il y a l'intensité qui est très importante, le niveau de lumière, qui est l'outil principal, qui interagit avec l'irrigation, le climat et le substrat également. Mais le rythme circadien joue un rôle, le spectre lumineux, la couleur de la lumière joue un rôle, l'uniformité, sa position et son horaire, son timing. Il y a un très grand nombre de combinaisons possibles et il n'est pas possible durant une durée de vie d'un producteur de tout essayer. Les bases de données que nous avons et nos connaissances aident les producteurs à faire des pas plus rapides dans l'optimisation et le choix qu'ils doivent faire pour faire pousser leur culture. Pour découvrir ou optimiser de nouvelles recettes de croissance, nous procédons par une formulation scientifique des hypothèses. C'est ce que nous faisons dans notre activité en recherche. Certaines seront testées avec les universités afin d'élucider également le mécanisme qui prend place dans la plante. Mais à d'autres niveaux, nous discutons directement avec les producteurs et leurs observations et souvent nous faisons des essais d'éclairage directs sur leur lieu de production. Et nous discutons et collaborons avec les semenciers qui souvent connaissent bien leur culture et les spécialistes du climat et des substrats également. Mis à part le rendement qui est en général très élevé mais crucial pour pouvoir rentabiliser une ferme verticale, l'aspect qualité est de plus en plus demandé. Différents aspects sont pris en compte. La couleur, par exemple, pour certains végétaux, et je vais donner un exemple,
La durée de conservation est aussi très importante pour certains consommateurs. Les valeurs nutritionnelles, il y a un potentiel dans ce domaine. Le goût et les contenus en nitrates qui sont très importants pour certains pays et pour certaines, et surtout en Europe, puisqu'on a une législation, et ainsi que la texture peut être influencée par ce type de culture. Ici, je donne l'exemple de la couleur. Quand j'ai commencé il y a 7 ans à faire pousser des laitues dans notre ferme verticale, c'était des laitues rouges. On a fait pousser ces 3 espèces de Reichswein et on s'est rendu compte qu'elles restaient vertes au lieu de devenir rouges. Le rouge provient en fait de l'accumulation des anthocyanes dans les vacuoles des feuilles sous l'effet de la lumière UV dans la nature. Mais aussi, nous avons découvert qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser de l'UV, mais on peut aussi faire une accumulation d'anthocyanes avec du bleu. Et la lumière bleue est dans nos lampes. Le problème, cependant, est que si vous faites pousser votre laitue avec beaucoup de bleu ou de l'UV, elle va rester petite parce que ces anthocyanes sont très concentrés. Et donc, le résultat, c'est que la chlorophylle est cachée et les anthocyanes vont donc bloquer la lumière et réduire la photosynthèse. Donc, il y a une contradiction entre obtenir les résultats qualitatifs que l'on veut et un bon rendement. Donc, ce que nous avons fait, nous avons inventé une recette dynamique qui donne donc avec des caractéristiques spectrales différentes pour la croissance et faire de la biomasse, en fait, faire de la masse. Et nous changeons ces caractéristiques quelques jours avant la récolte, ce qui permet d'accumuler les anthocyanes et de colorer les laitues en rouge très rapidement et avec les caractéristiques de qualité qui sont requises. Comme vous voyez, on peut aussi utiliser cette propriété de coloration rapide en faisant des tatous de logos sur les feuilles, sur l'exemple de la feuille de chêne. La durée de conservation a été mesurée aussi suivant des critères très scientifiques dans nos recherches, en donnant un score, par exemple, associé à la perte de couleur et de la texture. C'est ce qu'on appelle l'OVQ, Overall Visual Quality. Un score entre 9 et 6 est acceptable pour la vente, alors qu'en deçà, le produit va être jeté. Donc, nous mesurons à chaque fois tout ce qu'on fait pousser dans notre ferme verticale. Nous faisons un test de conservation de cette manière. Et par exemple, on s'est demandé si la lumière et si, par exemple, les propriétés spectrales de la lumière pouvaient influencer la durée de conservation. Et nous avons observé plusieurs choses. Premièrement, nous observons qu'à chaque fois, la durée de conservation est assez longue. Par exemple, 31 jours pour des pousses d'épinards, 26 jours pour la roquette sauvage. Mais ce que nous avons aussi observé, c'est que si on fait certains choix en spectre de lumière, on aura une moins bonne conservation que d'autres choix. Et toute cette connaissance, en fait, est mise dans notre recette lumineuse pour un résultat optimum et pour le rendement et pour la qualité. Les valeurs nutritives, c'est aussi un thème qui nous a beaucoup intéressés. On a notamment fait pousser des roquettes sauvages, donc qui est une sorte de arugula en anglais. Et cette plante a un potentiel et une valeur nutritive qui est déjà assez élevée. On voulait voir si avec la lumière, on pouvait influencer le goût et les valeurs nutritives. Donc, on a utilisé différents régimes lumineux. Et en vert foncé, sur le graphique, vous voyez la quantité de vitamine C en milligrammes par kilo mesurée pour des lumières assez standards pour faire pousser la roquette et pour avoir un bon rendement. Et on a un niveau de vitamine C de 800 mg par kilo, qui est très, très élevé. Et qui est beaucoup plus élevé en fait que ce qui est trouvé dans les bases de données officielles pour la salade roquette. Et en fait, nous avons fait aussi un benchmark avec des roquettes top qualité poussées en Italie. Et nous sommes, les roquettes italiennes étaient vers les 700 mg par kilo. Donc, nous sommes dans les bonnes valeurs. Puis, en vert rayé, nous avons essayé un autre régime d'éclairage pendant 3 jours juste avant la récolte, où nous avons réussi à en fait forcer la plante à produire plus de vitamine C et dépasser ses limites.
et nous avons pu atteindre des maximums au-deçà de 1500 mg par kilo, ce qui est plus que n'importe quel fruit que vous pouvez trouver sur le marché en termes de vitamines. Donc, pour un légume, c'est pas mal. Ces résultats montrent en fait qu'il est possible, suivant les espèces qu'on utilise évidemment, de contrôler la vitamine C au final sans décroître nécessairement le rendement de production, et aussi que certaines espèces possèdent vraiment la capacité de produire plus de composants nutritifs. Et non seulement, mis à part la vitamine C, nous avons observé aussi que la vitamine K, par exemple, dans ce cas, et la bêta-carotène étaient augmentées par rapport à leur valeur qu'on peut trouver dans les bases de données. Nous avons fait la même chose sur les tomates, ensemble avec une thèse de l'université de Wageningen, et nous avons vraiment établi que la lumière est à l'origine de la production de vitamine C dans la tomate. Et dans ce cas, nous avons testé plusieurs espèces et nous voyons que certaines espèces répondent vraiment avec une très forte augmentation, alors que d'autres ont une augmentation un peu moindre. Une thèse de Wageningen encore par Dort Larsen est en cours en ce moment, et on regarde la vitamine C dans le basilic cette fois-ci, mais pas à des fins nutritionnelles, mais plus à des fins de conservation. Le basilic est une plante, une herbe tropicale qui est extrêmement chère et prisée sur le marché, mais qui a la fâcheuse tendance à prendre des coups de froid quand elle est mise au frigo. Et donc, elle devient noire, et donc son temps de conservation est très court. Et donc, on voulait voir si la vitamine C, si on pouvait l'augmenter. Donc, la réponse est oui, nous pouvons augmenter la vitamine C dans le basilic. Et quand on le conserve dans le frigo, hein, la vitamine C va rester élevée par rapport au basilic qui a eu moins de lumière pendant sa culture. Et ça, on a mesuré également son OVQ, donc le temps de conservation a été observé en corrélation, qui pouvait aussi être prolongé par, donc il y a les deux phénomènes. Une augmentation de vitamine C correspond aussi ici à une prolongation du temps de conservation de l'herbe. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, évidemment, puisque non seulement on a un produit riche en vitamine C, mais en plus, il se conserve plus longtemps. Dans une autre étape, on a aussi examiné le goût et on a fait des tests de goût sur des espèces sauvages qui ont un goût très prononcé et des espèces cultivées qui ont un goût moins prononcé. Et on s'est rendu compte ici aussi que la lumière influence le goût. Donc, on a 3 paramètres. On a donc l'intensité, l'aspect pimenté de la roquette qui a été mesuré, l'aspect sucré et l'aspect amer. Et donc, on a vu que suivant les régimes lumineux qui sont adoptés, on trouve des différences de perception. On a fait ce test sur à peu près 30 personnes qui ont testé nos plantes de façon dans un blind test. Finalement, la texture était très intéressante à regarder. C'est encore une thèse de l'université de Wageningen qui a fait donc cette expérience. Elle a fait pousser ses salades sur le High Tech Campus dans notre facilité. Et donc, elle a fait une croissance pendant 2 semaines de laitue à une intensité médium, suivie d'une semaine où le tiers des laitues avait une intensité plus haute et un tiers une intensité plus basse et un tiers sont restés à l'intensité médium. Et vous voyez ici une photo des laitues qui ont été récoltées à la fin de cette dernière semaine. Et vous voyez qu'en fait, quand la lumière diminue juste avant la récolte, la laitue, en fait, n'est pas bonne. Elle n'a pas les caractéristiques qui sont voulues sur le marché. La médium, elle est assez correcte, mais celle qui a eu plus de lumière les derniers jours avant la récolte, elle est vraiment une qualité exceptionnelle, elle est plus ferme et plus croustilante. Donc, ceci, en fait, ça illustre que sous l'influence du climat, en fait, en culture à l'extérieur ou en serre, la qualité peut varier beaucoup parce que si le temps change juste avant votre récolte, vous allez perdre en qualité souvent sur le produit final. Et il n'y a rien que vous pouvez faire puisque vous n'avez pas d'éclairage. Donc, j'espère que j'ai pu vous faire entrevoir
que les fermes verticales peuvent produire avec un plus grand rendement, sans pesticides et sans maladies, sans effets climatiques, et que les qualités organoleptiques et les contenus nutritifs sont les mêmes ou peuvent même devenir meilleurs suivant les espèces, alors que la durée de conservation est élevée et elle peut même peut-être être plus élevée avec des économies d'eau et des économies en fertilisants. Tout ça est beaucoup plus écologique. Mais évidemment, ça requiert un investissement et c'est pour ça qu'il faut optimiser les fermes verticales. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en France? J'ai presque fini. En France, il y a certains producteurs qui voient la vie en rose. Avec notre aide, le jardin de Rabelais a atteint depuis 2010 les niveaux de contrôle de leur production à la hauteur de leurs ambitions. Le choix des LED est 100%, donc pour les tomates, dans leur cas, en serre. Il y a un éclairage par le dessus et des éclairages entre les plantes, ça s'appelle de l'interlighting. Et pour ce producteur, le goût est très important. Et cette technologie a non seulement amélioré le goût, mais d'une récolte à l'autre, le goût est le même. Et donc, la production est prédictible et c'est très important pour eux d'avoir une bonne prédiction de ce qu'ils vont obtenir. Et le rendement est aussi amélioré. Mais le plus important pour eux, c'était vraiment la prédictabilité et le goût. Les tomates du jardin de Rabelais sont en fait pour moi, qui les ai goûtées, car ils sont venus nous voir avec des tomates à Eindhoven, c'est la preuve que la technologie de production néerlandaise, en fait, n'est pas à l'origine de la mauvaise réputation des tomates néerlandaises qui sont très peu goûteuses. Le goût d'un fruit est principalement dû, en fait, à son patrimoine génétique. Les tomates qui sont vendues, qui viennent des Pays-Bas, qui arrivent sur le marché français, sont une espèce de tomate qui a été sélectionnée pour leur haut rendement. Et il se trouve que ce sont aussi les moins goûteuses. Et cependant, c'est des tomates qui peuvent produire à 100 kg par mètre carré par an, donc c'est un rendement très, très élevé. Le jardin de Rabelais, eux, ont une autre espèce, et cette espèce de tomate est vraiment un très bon goût, et l'important, c'est que le goût soit maintenu tout au long de l'année et tout au long de la production, et les LED permettent de faire ça. Un autre producteur aussi en France voit la vie en rose, depuis l'installation avec nos LED pour la culture des concombres. Et c'est le groupe Cheminant qui a augmenté significativement son rendement de production, en hiver surtout. Et ils ont donc l'une des serres les plus modernes de France. Et ici, dans cet exemple, le rendement est l'objectif principal. À ma connaissance, il n'y a pas de ferme verticale encore en France, mais j'espère qu'il y en aura bientôt. Je termine par cette image qui est une photo de notre salle, de notre laboratoire de recherche à Eindhoven. Et l'une des cellules, donc l'une des mini-fermes verticales, on fait pousser donc des fraises. Et c'est la cellule où on recherche en fait l'interaction de la lumière avec certaines espèces de fraises. Et donc, si vous avez l'occasion de venir nous rendre visite, c'est cette cellule que je vous aurais montrée probablement. Et sur ce point, je donne la parole à Sylvie parce que j'ai fini mon histoire. Merci beaucoup, Céline. C'était vraiment super intéressant et je pense que tout le monde est d'accord avec moi qu'on pourrait encore entendre beaucoup plus sur ce sujet. J'ai en effet une question et la question, je sais qu'elle a été posée au moment où vous avez montré le sheet, où vous avez montré les différents stades dans le dernier siècle avec les différentes lampelettes. Et la question est, est-ce que l'on mesure aussi l'apport nutritiel de ces moments mode, de ces différents modes de production? Et je pense que depuis... À ma connaissance, il y a très peu de mesures qui ont été testées sur les apports nutritionnels des aliments qui ont poussé en serre tout au long du siècle pour avoir une comparaison. Ce qu'il faut savoir, c'est que les espèces en elles-mêmes contribuent pour un certain niveau d'apport nutritionnel. Donc, si vous passez d'une espèce à l'autre, ce qui est le cas parfois en ferme verticale, on fait beaucoup de travail sur les espèces. Il y a des espèces qui poussent plus facilement en pleine terre, d'autres qui poussent plus facilement en serre. Et pour les fermes verticales, en fait, on est en train de trouver aussi des espèces qui
poussent plus rapidement avec des qualités, des critères de qualité plus élevés, hein. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes espèces. Et la différence nutritionnelle entre deux espèces est tellement grande qu'il est difficile de la mesurer. D'autre part, quand on fait pousser quelque chose en serre ou en pleine terre, en extérieur, la variation des apports nutritionnels est tellement énorme qu'il va falloir faire beaucoup de mesures pour avoir une moyenne en tête. Si vous faites pousser quelque chose en hiver ou au printemps ou en été, suivant le temps qu'il fait, ça va avoir un résultat totalement différent. Donc, c'est très difficile d'avoir une image du contenu nutritionnel des plantes qui poussent à l'extérieur. Alors qu'en ferme verticale, en principe, si vous avez exactement les mêmes conditions, l'apport nutritionnel sera toujours le même puisqu'il est déterminé par l'expression génétique de la plante, finalement, dans les conditions de croissance qui lui ont été fournies. Merci. J'espère que ça répond à la question. J'ai une autre question sur la présentation en général. Est-ce que c'est possible de l'obtenir, la présentation? Ça, c'était une question. Donc, je ne sais pas, peut-être il faut réfléchir ou voir si c'est possible. Et dans ce cas-là, peut-être je vais répondre pour vous. Si c'est possible, on va ajouter de toute façon le webinaire en replay sur le site web de fci.nl. Et si c'est possible d'avoir la présentation, on va ajouter la présentation. Donc, je réponds pour vous. Puis, une autre question. Est-ce que cette technologie est-elle aussi pertinente dans les régions ensoleillées toute l'année? Alors, oui. Je suppose qu'il s'agit de la technologie des fermes verticales. Alors, nous avons un exemple en ce moment à Dubaï. On a beaucoup de consommateurs à cet endroit. Et dans les pays très chauds et très ensoleillés, le problème des serres cultivées en pleine terre, c'est hors de question, c'est très difficile. Aussi pour des raisons de pollution de prédateurs qui viennent dans les cultures. Par exemple, en Israël, ils ne tolèrent pas qu'il y ait des insectes ou des animaux. Une fois, il y avait une grenouille qui était dans un sachet de salade, ça avait fait un scandale. Donc, mis à part ça, dans les pays très chauds, les serres coûtent énormément d'énergie en refroidissement parce qu'il faut refroidir en fait les serres dans les pays qui sont ensoleillés. Oui. Et donc, en fait, si on calcule les bilans énergétiques et l'aspect économique, il est beaucoup plus intéressant d'avoir sous terre, quelque part, une ferme verticale pour faire pousser ce genre de produits. Donc, c'est tout à fait intéressant, oui. Et surtout pour économiser l'eau, parce que dans les pays qui sont ensoleillés, en général, l'eau est précieuse. Voilà, oui, c'est ça. Je ne vois plus d'autres questions, donc je donne à l'audience quelques secondes. Là, il y a quelqu'un, en effet, qui montre. À quand le maïs, le blé et le riz en ferme verticale? C'est la question. Alors, en ferme verticale, on peut tout faire pousser, comme je l'ai dit, mais il faut que ce soit rentable. Donc, si c'est pour faire pousser du blé, du maïs et du riz, c'est possible. Mais là, par exemple, sur Mars, oui, ça sera possible parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives. Mais si c'est pour faire pousser en Europe, ça m'étonnerait beaucoup puisqu'il y a quand même, ça coûte quand même beaucoup trop d'argent par rapport au prix que ça rapporte. Donc, il y a un calcul d'investissement qu'on peut vous faire. Donc, tout ce que vous voulez faire pousser, en fait, vous nous contactez et nous, on vous dit exactement combien de temps ça prendra, combien de temps ça coûtera et à combien il faudra que vous le vendiez pour que ça vous rapporte et que vous pouviez rembourser votre investissement. Donc, on fait ce calcul de business case, comme on appelle. Et jusqu'à maintenant, on ne connaît personne qui fait pousser du riz ou du maïs. Okay. Jaco, je me trompe ou pas? Même en serre, je pense que c'est un peu difficile. Alors, que dans des centres de recherche, pour des semenciers, par exemple, qui font des recherches aussi sur les semences de maïs, de blé, etc. Et en effet, j'ai vendu des luminaires à des laboratoires à côté de Bordeaux
pour ça. Aussi des betteraves. Merci. Je vois qu'il est midi, donc on est à la fin de ce webinaire très, très intéressant. Je voudrais remercier Céline, Nicole, Martijn Wijtens d'avoir partagé avec nous votre expertise. Et comme je disais, je pense qu'on peut passer des heures encore à parler de ce secteur tellement intéressant et de ce sujet typique très intéressant de l'agrotech. Je remercie aussi l'audience d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir écouté ce sujet. Je vous souhaite déjà bon appétit parce que je crois qu'après les beaux slides avec les belles tomates et salades, on a bien envie aussi de déjeuner. Donc, je vous souhaite non seulement une très belle journée, mais aussi bon appétit. Merci encore Céline, Martijn, Jaco d'être avec nous aujourd'hui et à très bientôt, j'espère.